La Bretagne développe ses énergies renouvelables, éoliennes à terre, en mer et bientôt des hydroliennes pour capter l'énergie des courants marins. Mais la production électrique est bien inférieure aux objectifs. Alors faut-il un plan de relance de l'éolien? Est-ce la bonne stratégie énergétique pour la Bretagne? C'est l'heure du débat. Et pour ce débat, nous accueillons sur ce plateau André Croc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional délégué à la transition énergétique. Face à vous, Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien président d'Elf et Gaz de France et vous êtes aujourd'hui également consultant dans l'industrie et l'énergie. Yvon Basset, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional adjoint de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et enfin, Carole Pitou-Agoudo, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes délégué régional de RTE, Réseau de transport et d'électricité pour l'Ouest. Durant cette heure de débat, nous évoquerons le dossier du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc avec Bertrand Guidé, responsable développement chez Elle Marine, et Catherine Poujol, présidente de l'association Garder les Caps. Nous nous tournerons aussi vers les technologies du futur proche, comme l'éolien flottant et les hydroliennes, avec Christophe Chabert, directeur du développement Grand Ouest chez Eolfi, et Jean-Christophe Allot, responsable du développement commercial chez Sabella. Vous le voyez, le programme de cette émission est riche, dense, heureusement. Son souffle à lui est inépuisable et son énergie sans cesse renouvelée. Je parle bien sûr de Loïc Schwartz. Bonjour. Loïc, notre dessinateur, voyons ce que vous inspire le thème de cette émission. Ah oui, un grand parc d'éoliennes à Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi pas, ma foi, il faudra organiser un référendum. Alors, l'énergie éolienne, c'est le fer de lance de la transition énergétique. Est-elle une énergie d'avenir? On vous a posé la question, on regarde vos réponses. L'éolien est-il une énergie d'avenir? Je pense qu'effectivement, ça peut être une bonne façon de s'orienter vers une énergie propre en sortant du nucléaire. Après, j'ai vécu en Normandie où il y a pas mal d'éoliennes déjà et c'est plutôt silencieux, c'est agréable à voir aussi. Donc moi, je ne suis pas du tout contre un avenir éolien. Moi, je dis que c'est aussi beau que de voir une centrale électrique et surtout avoir de l'énergie aujourd'hui sans polluer les autres. Je trouve ça intéressant aussi. L'éolien est-il une énergie d'avenir? Parfois, quand on roule sur la 4 voies et qu'on voit les éoliennes, malgré qu'il y ait du vent, parfois on les voit arrêter. Donc, comme on n'a pas trop d'informations non plus sur la fréquence d'utilisation, on peut effectivement se poser des questions sur ce que ça peut produire exactement. Venant du sud de la France, quand je remonte la vallée du Rhône et que je vois les centrales nucléaires, je me dis que le paysage, franchement, n'est pas très joli. Ça fait un peu froid dans le dos. Y voir des éoliennes, finalement, c'est pas plus moche. C'est vrai qu'en Bretagne, avoir un peu plus d'éoliens, pourquoi pas dès lors qu'en fait, il faut des solutions pour avoir de l'énergie. Commençons par un état des lieux un peu pour lancer ce débat. Actuellement en Bretagne, ce sont 120 parcs éoliens qui sont exploités pour une puissance totale de 944 mégawatts. André Croc, en 2011, la région élaborait un pacte électrique breton. L'objectif était d'installer 1800 mégawatts de puissance éolienne pour 2020. On sera plutôt autour de 1000, quasi moitié moins. Est-ce un échec ? Non, alors c'est loin d'être un échec. Il faut peut-être rappeler dans quel contexte on se plaçait au début des années 2000. La Bretagne était très dépendante de ses importations d'énergie, y compris électrique.
elle ne produisait sur son territoire que 5% de l'énergie qu'elle consommait. On a fait beaucoup de chemin, donc, et un des axes principaux de ce chantier, ça a été le développement des énergies renouvelables. Sur l'autonomie énergétique, on est passé de 5% à 15% en une dizaine d'années, avec 3 axes principaux aussi, parallèlement. La question de la réduction des consommations d'énergie, la sécurisation du réseau électrique, c'était un point aussi important. Ce que vous me dites, c'est que c'est un demi-échec. Alors et je termine, le développement des énergies renouvelables. Et l'éolien était ce 3e pilier, enfin participait à ce 3e pilier de développer les énergies renouvelables sur le territoire breton. Et on sera sans doute en 2020 plutôt autour de 60-70% de l'objectif, puisqu'il y a des parcs qui sont en projet. Et atteindre les 2/3 de l'objectif initial, je ne peux pas considérer que ce soit un échec, même si on sait qu'il faut faire plus. Alors, à défaut d'échec ou moins de demi-échec, Loïc Le Floch-Prigent, est-ce qu'on peut parler aussi d'échec industriel? Parce que finalement, les éoliennes installées en Bretagne, elles sont allemandes ou danoises. Il n'y a plus de champions français finalement des éoliennes. Les PME, elles doivent se contenter des miettes. Absolument. Donc je pense qu'il y a 2 sujets. Le premier sujet, c'est quand on installe des éoliennes, vous dites 944 mégawatts, vous avez 20% seulement de fonctionnement de ces 944 mégawatts. Donc en mégawatts-heure, c'est pas la même chose. Bon, c'est le premier sujet. Et sont intermittentes. Deuxième sujet, c'est industriel. Ce matériel n'est pas français. Donc c'est pour moi un double échec, un double mensonge. Échec énergétique et échec industriel pour Absolument. Alors, pourquoi? Parce que est-ce que nous sommes capables d'avoir les vents qui permettent de développer autant l'éolien? Première question. Et d'avoir ce rendement qui est un rendement français qui n'est pas exceptionnel, contrairement à celui qu'on peut avoir en Écosse ou à Hambourg. Et puis la deuxième chose, c'est que lorsqu'on a ce niveau d'implication industrielle, eh bien, il faut avoir des constituants français. Autrement, c'est un échec national et c'est un échec breton aussi, parce que je ne connais pas qu'il y ait des composants de ces éoliennes dont nous avons réussi à internationaliser la production. Alors, Yvon Basset, en Europe, Allemands, Anglais, Espagnols ont su développer leur parc éolien. Comment est-ce qu'on peut expliquer le retard français? Qu'est-ce qui freine le développement des éoliens en France? Alors, il y a plusieurs facteurs pour freiner le développement de l'éolien en France. Le premier, il est réglementaire. Je pense qu'on a un carcan réglementaire sur tout ce qui est énergie renouvelable qui est très important. Alors, on peut parler de la problématique de la défense avec les radars, mais ce qui nous pénalise le plus depuis quelques années, et c'est pour ça qu'on a un ralentissement en Bretagne, parce que la courbe, si vous regardez la courbe d'implantation d'éoliennes, fin des années 2000, elle avait une pente assez intéressante. C'est cette loi qui nous impose maintenant de construire une éolienne à plus de 500 mètres des habitations. Et quand on connaît l'habitat diffus en Bretagne, c'est très, très pénalisant. Donc, ça réduit les possibilités d'un seul coup. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on est aussi dans un contexte de non-acceptabilité sociale. Et on voit de plus en plus des groupes locaux qui s'opposent à ces projets éoliens, qui sont toujours favorables à l'éolien, mais pas chez eux. Voilà. Et c'est une grosse différence avec les pays du Nord, parce que quasiment 70% des projets sont des projets participatifs dans lesquels on associe les citoyens, d'une part. Et puis, il y a un contexte énergétique qui n'est pas du tout le même. Ils n'ont pas l'appareil de production nucléaire qu'on a en France. Ils ont une électricité qui est aussi plus chère que celle que l'on a en France. Donc, voilà un peu les explications de ce retard. Et sur le développement industriel, eh bien, effectivement, on a un train de retard et c'est très difficile de développer une industrie derrière l'éolien en France. Alors, voilà pour les problématiques posées. On va avoir l'occasion de les traiter une à une dans l'émission. Pour mémoire, la Bretagne, quand même, est très dépendante en matière d'énergie. Elle apporte 85% de son électricité, une situation qui est d'ailleurs quasi identique, ou presque, pour les Pays de la Loire. Alors, d'où vient l'électricité du Grand Ouest? Voici quelques éléments de réponse. La centrale de Cordemais est la plus importante centrale thermique de France. C'est elle qui fournit principalement en électricité nos 2 régions. L'hiver dernier, elle a fait fonctionner ses 4 tranches à plein régime pour parer au pic de consommation. Cet hiver, seulement 3 tranches devraient fonctionner.
1900 MW de puissance en tout et pour tout sur les 2600 MW possibles. Lors du pic de l'hiver dernier, les 2600 MW étaient complètement mobilisés pour assurer la production. Nous avons depuis fermé une tranche fuel qui sert à assurer l'extrême pointe, mais qui tournait finalement assez peu. Donc cet hiver, nous disposerons des 2 tranches charbon de 600 MW chacune et puis de la tranche fuel pour assurer un appoint en cas d'extrême besoin. Le Grand Ouest importe une grande partie de son électricité. La Bretagne dépend à 85% de ses régions voisines, les Pays de la Loire à 78%. L'énergie qui arrive provient des centrales nucléaires de Normandie et du centre Val-de-Loire. Pour pallier ces déséquilibres permanents dans les 2 régions, RTE mise sur l'éolien et sur un meilleur maillage côté breton. Une ligne de 225 000 volts souterraine est déjà opérationnelle. La situation s'améliore donc en Bretagne. La production d'électricité de la région a doublé en quelques années grâce aux énergies renouvelables. Le pacte électrique breton, auquel Enedis a contribué par une convention dès 2011, a permis de passer cette part autoproduite de 7 à 15%. Et ça s'est majoritairement fait par les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, 100% de la production des énergies renouvelables est raccordée au réseau de distribution géré par Enedis. En attendant que les énergies renouvelables prennent le relais, une solution alternative pourrait passer par un projet de centrale combinée gaz à l'étude à Landivisio dans le Finistère. Le gaz, une solution pour patienter. Carole Pitou, à Gudot, est-on toujours sous la menace d'un blackout en Bretagne ? Une étape importante a été franchie dans la sécurisation de l'alimentation électrique de la Bretagne grâce à la mise en service du filet, ce qu'on appelle le filet Bretagne. C'est cette ligne qu'on a vue là dans le reportage qui relie Saint-Brieuc à Lorient, tout à fait. Donc en fait, le réseau électrique qui alimentait la Bretagne jusqu'alors était essentiellement composé d'une ligne 400 kV, donc une autoroute au nord de la Bretagne, et un axe également, donc une autoroute au sud de la Bretagne. Mais effectivement, il n'y avait pas d'axe important entre le nord et le sud. Donc c'est l'objet du filet de sécurité Bretagne, sur lequel RTE s'était engagé aux côtés de l'État et de la région en 2010 dans le cadre du pacte électrique breton sur justement le volet sécurisation de l'élévation électrique. Et donc c'est précisément cette ligne souterraine de 76 km que nous avons mis en service en tout début de semaine et qui est désormais pleinement opérationnel et qui permet du coup un secours mutuel entre le nord et le sud de la Bretagne. Mais au vu du retard là, qui a été pris par les éoliennes en production électrique, est-ce que finalement on peut se passer de cette fameuse centrale au gaz qui est évoquée dans le reportage ? Alors donc dans le pacte électrique breton, le volet sécurisation se décomposait en 2 axes. Donc renforcer, sécuriser l'alimentation électrique via ce filet électrique qui a été construit, et également l'installation d'un nouveau moyen de production en Bretagne, puisque effectivement le caractère péninsulaire de la Bretagne nécessite, en complément de la liaison que je viens d'évoquer, l'installation d'un nouveau moyen de production pour pouvoir faire face à toutes les configurations, notamment quand il fait particulièrement froid. Il est important de pouvoir disposer d'un moyen de production au plus près de la consommation. Ce que vous me dites, c'est qu'à défaut d'avoir cette centrale au gaz, aujourd'hui on a un réseau qui est performant dans la distribution, qui nous permet finalement d'importer de l'électricité et de pouvoir la distribuer efficacement, mais on a vraiment besoin d'un moyen de production réactif. Effectivement, le maillage complémentaire du réseau que nous avons mis en place permet d'accroître la solidarité entre les régions et le transport de l'électricité. Pour autant, compte tenu de la situation géographique, effectivement, le caractère péninsulaire de la Bretagne fait qu'électriquement, il est vraiment important de disposer d'un nouveau moyen de production au plus près de la consommation, donc implanté en Bretagne. Et cette consommation électrique, comment elle évolue ? Elle est toujours en augmentation ? On parle de nouveaux usages avec les smartphones, plein de choses qui sont de plus en plus reliés au courant, au jus. Est-ce qu'on a besoin de plus de jus ? Comment ça se passe en ce moment ? Ce qui a caractérisé l'évolution de la consommation électrique de la Bretagne de ces 10 dernières années, ça a été effectivement une hausse importante de la consommation électrique, tirée essentiellement par la démographie. Et quand on observait l'évolution de la consommation électrique, en fait, on l'a vu augmenter de manière 3 fois plus importante que sur le reste de la France. Elle a cru d'environ 11% en 10 ans.
Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on observe sur les années passées. Là, depuis 1 à 2 ans, on commence à observer un effet palier que l'on observe dans l'essentiel des régions de France. En fait, on commence à avoir le bénéfice de toutes les actions qui ont été engagées pour limiter la consommation électrique. Donc je pense tout naturellement à tout ce qui est isolation des bâtiments. Les bâtiments, notamment les bâtiments neufs ou restaurés, sont beaucoup plus performants. Mais également la performance beaucoup plus importante des appareils électroménagers qui font qu'aujourd'hui, la consommation électrique tend plutôt à stagner, voire à baisser. Alors, l'éolien assure quand même aujourd'hui 7% de nos besoins en électricité. On ne le sait pas forcément, mais l'éolien, c'est une électricité. Ce sont 7% qui sont produits en Bretagne. André Croc, et cette question s'adresse à vous aussi, Yvon Basset. L'éolien, finalement, c'est la clé de voûte de la stratégie régionale en matière d'énergie renouvelable. Pourquoi ce choix ? Pourquoi est-ce que l'éolien, c'est si critique ? Alors, clé de voûte, c'est, je voudrais repréciser les choses. Demain, on sera dans un mix énergétique. On y est déjà et on sera de plus en plus dans un mix énergétique. Donc, il faut quand même aborder le problème par toutes les formes d'énergie. L'éolien est une de ces formes d'énergie et c'est très intéressant. Ça n'est pas la seule. En Bretagne, nous avons d'autres sources d'énergie renouvelable. Nous avons évidemment le solaire comme toute autre région, mais également une grosse capacité à produire du biogaz. Nous avons également du bois. Donc et on oublie souvent, le bois est une forme d'énergie renouvelable extrêmement abondante, extrêmement intéressante. Donc il faut voir l'éolien faisant partie d'un panel de possibilités dans le mix énergétique. Après, on a un potentiel éolien important et on ne l'exploite pas aujourd'hui suffisamment. Et le constat qui a été fait, effectivement, c'est autour des questions d'acceptabilité, autour des questions aussi concrètement d'organisation de notre territoire. Nous avons un mitage du territoire. On a installé énormément de propriétés et d'habitations dans le territoire breton. Du coup, c'est une contrainte, effectivement. Mais on peut aussi s'appuyer sur la capacité des Bretons à dialoguer. C'est un peu la méthode bretonne. On sait dialoguer, même dans un contexte qui est peut-être un peu plus difficile que dans certaines régions. Et d'ailleurs, la feuille de route qu'on dessine pour la Bretagne, qui s'appuie sur effectivement ce constat, elle est à l'image de ce qu'on fait en Bretagne, c'est qu'on travaille toujours nos plans à plusieurs. Donc avec l'État, en général ses agences, et la région, c'est aussi vrai dans le domaine de l'eau, dans le domaine des déchets. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de ressources. D'ailleurs, les déchets deviennent des ressources. Mais c'est le cas dans le domaine de l'énergie également. Et donc là, on a fait le constat avec l'ADEME et l'État qu'il fallait relancer l'éolien en Bretagne. Et là, on a des axes de travail vraiment intéressants. Et en parallèle, le ministre Sébastien Lecornu avait lui-même lancé un groupe de travail, un groupe de réflexion à l'échelon national, puisque toutes les régions constatent finalement cette difficulté dite d'acceptabilité de l'éolien et énormément de recours contre l'éolien. Donc c'est cette feuille de route, la nôtre et celle de l'État, que nous mettons en débat actuellement en Bretagne, mais que nous allons ensuite mettre en œuvre. Avec le Floch-Prigent, sur votre blog internet, vous montrez quand même assez régulièrement critique sur cette énergie éolienne. L'éolien comme énergie, source d'appoint énergétique, est-ce un si mauvais choix ? Il est clair que l'énergie intermittente que représente l'éolien comme le solaire est une énergie d'appoint et ne peut pas être une base. Et on voit bien que dans le débat qui vient d'avoir lieu avec RTE, on voit bien qu'on a parlé de Cordemais, puis on a parlé de l'Andivisio, c'est-à-dire d'un côté le charbon et de l'autre côté le gaz, et il faut une base. Donc c'est le mix énergétique dont parle M. Croc, et il ne faut pas continuer à dire que l'éolien remplace la base. Parce que soit la base sera locale et elle est Cordemais ou l'Andivisio ou les deux, soit elle est extérieure et c'est les centrales nucléaires de Normandie, et par ailleurs, il y a la possibilité avec l'énergie intermittente d'arriver à faire plus qu'il fait aujourd'hui. Alors le solaire, pendant la moitié du temps... Ce que vous dites, c'est que vous ne croyez pas au 100% renouvelable, quoi. Je ne crois pas au 100% renouvelable économique. C'est-à-dire que l'économie du pays ne peut pas avoir des stockages qui sont extrêmement chers aujourd'hui, au point où il faudrait les avoir si jamais on voulait être uniquement sur l'intermittent. C'est-à-dire le vent vient faire de l'électricité quand on est entre 15 et 90 km/h. Bon, au-delà de 90 km/h, on arrête les pales. En dessous, ça ne fait rien. Le solaire, il faut du soleil. Et par conséquent, si jamais on veut en faire 100% de la consommation, il faut stocker. Le stockage aujourd'hui n'a pas fait les progrès suffisants pour être
Une alternative viable. Une alternative viable. Par conséquent, il faut autre chose. Alors, M. Croc dit, on va faire la méthanisation, on peut faire du biogaz, effectivement, on peut faire de la biomasse, on peut faire ça. Alors là, c'est moins intermittent, c'est-à-dire qu'on peut appuyer à un moment sur un bouton en disant je brûle le bois ou je fais l'électricité à partir du bois. C'est clair. Mais on n'échappera pas au fait que l'éolien et le solaire sont intermittents et que par conséquent, tant que le problème du stockage électrique n'est pas résolu techniquement à un prix acceptable, il ne sera pas développé. On n'échappe pas à ça. Et donc on arrivera à un mix électrique au moment où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un moment où il y a il n'y a pas encore de stockage électrique, on a un mix électrique dans lequel l'éolien doit prendre une part, c'est ce qu'il fait actuellement, et c'est ce que développe la région. Et je n'ai rien contre ça. Oui. Ce contre quoi j'ai, c'est quand on dit l'éolien remplace le gaz ou remplace le charbon. C'est pas vrai, il ne remplace pas. On va revenir à la nature intermittente justement de l'énergie. On s'intéresse au rendement énergétique justement de ces éoliennes. Je vous propose de regarder cette infographie sur le facteur de charge dans les différentes régions françaises. Voilà, c'est exprimé en pourcentage, comme vous pouvez le constater, la Bretagne, des facteurs de charge les plus faibles du territoire. Ils vont baser que mesure ce facteur de charge et est-ce que ça signifie finalement que le gisement de vent breton n'est pas de si bonne qualité que cela ? C'est un peu, ça nous donne un petit peu l'indication du niveau de gisement de vent. Le facteur de charge, c'est le rapport entre l'électricité réellement produite par une éolienne et sa capacité théorique à produire à puissance maximale 24 heures sur 24. C'est les gigawatts et les gigawattheures. Voilà, donc on parle beaucoup de puissance installée, mais effectivement, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas la puissance installée, c'est l'énergie qui est produite. Enfin. Donc, mais ce n'est pas pour autant que l'éolien n'est pas un vecteur intéressant à développer et qui va pouvoir être un vecteur énergétique de base. Aujourd'hui, ce n'est pas réalisable parce qu'on a un système très centralisé, mais qui commence aujourd'hui justement à se décentraliser. C'est un des paris de la Bretagne de faire de la production décentralisée qui va être couplée avec l'intelligence des réseaux. On en parle beaucoup. André pourra en parler avec le programme Smile qui mobilise la Bretagne. Donc voilà, on va mettre de l'intelligence pour essayer de gérer ça. Et puis aujourd'hui, effectivement, on n'a pas la solution de stockage, mais les solutions qu'on a testées jusqu'à présent, c'était du stockage de court terme dans des batteries. Ça, on n'y croit pas. Enfin, on n'arrivera jamais à stocker l'énergie suffisante. Le deuxième, c'est le moyen terme, c'est le pompage. Donc ça existe, ça répond à certains besoins. Il faut des petits barrages quand même, c'est mieux qu'on... Mais demain, la véritable solution, de mon point de vue, c'est la production de gaz à partir de l'électricité quand elle sera excédentaire. C'est-à-dire que l'éolien, c'est intermittent, mais quelquefois, ça produit plus qu'on a besoin. Et donc, ce surplus d'électricité, on va l'utiliser pour produire soit de l'hydrogène ou soit du gaz, du méthane de synthèse qu'on va pouvoir injecter dans le réseau, stocker parce qu'on a des capacités de stockage de gaz quand même relativement importantes et on pourra le retransformer en électricité quand on aura besoin. Alors là, on est encore dans de la prospective, des pistes de travail plus que d'implémentation réelle. Aujourd'hui qui auront tendance à s'améliorer, mais pour l'instant, les rendements économiques sont ridicules. En même temps, ça reste des programmes de recherche, pour l'instant. C'est plus que de la recherche, c'est de l'expérimentation, c'est du pilote. Alors c'est pas de l'industrie encore, quoi. Si vous parlez de la transformation directe de l'électricité en gaz ou l'inverse, on est sur des rendements très faibles. Sauf qu'on a aussi une production de chaleur, donc il faut être un petit peu intelligent et coupler cette production avec des besoins industriels de proximité. Donc tout ça, c'est aujourd'hui l'intelligence qu'on va mettre au service de ce mix énergétique et qui va nous permettre de résoudre tous nos problèmes. J'ai oublié l'autre idée. Alors, on va quand même parler brièvement, pour finir cet état des lieux, sur la répartition un peu géographique des parcs éoliens. Ils sont concentrés sur un axe vraiment centre-Bretagne, là où il était le plus facile finalement de les installer. André Croc, la région peut-elle finalement acquérir du foncier pour s'affranchir cette loi de ces 500 mètres et faciliter enfin l'installation de parcs éoliens que vous souhaitez ? Alors, quand on a regardé les freins au développement de l'éolien, on a identifié effectivement un certain nombre de sujets, y compris donc du coup la question de l'organisation territoriale, c'est-à-dire comment
gisements, les gisements de vent, et ensuite développer des projets. Aujourd'hui, on a vu que souvent, les projets n'étaient pas forcément, enfin pas systématiquement, mais parfois n'étaient pas forcément au meilleur endroit. C'était des questions simplement de capacité sur un territoire à accepter les mâts, alors que sur un territoire voisin, ils auraient peut-être été... La question, est-ce que vous allez investir dans du foncier? C'est quelque chose qui est prévu? C'est un moyen d'action que vous envisagez ou pas du tout? Aujourd'hui, la question n'est pas forcément d'ailleurs d'aller acheter du foncier. La question est beaucoup plus d'identifier avec les territoires les secteurs privilégiés. C'est une question aussi d'acceptabilité. D'être propriétaire du foncier, ça ne vous permet pas forcément ensuite d'engager le projet. Ça peut être plus facilitateur dans certains cas, mais c'est pas aujourd'hui, ça n'est pas la principale difficulté. C'est vraiment les pistes de travail que vous avez évoquées en début d'émission, cette feuille de route pour faciliter l'acceptabilité des projets et s'engager de manière plus sereine pour trouver les espaces nécessaires. Alors après la terre, l'éolien part à la conquête de la mer. 62 éoliennes vont être posées dans la baie de Saint-Brieuc, à 15 km des côtes. C'est le consortium Elmarine qui a remporté l'appel d'offres de l'État en 2012. Où en est-on dans l'avancement du projet? On fait le point. De la concertation, de la communication. Peut-être l'épilogue d'un long feuilleton feu vert administratif pour le projet éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc. Avec les conclusions de l'enquête publique, l'ouverture des travaux semble actée. Une autorisation attendue par RTE qui devra acheminer l'énergie produite en mer via ce câble. Et ça représente pratiquement un tiers du câble sous-marin que j'ai ici sur la photo. Donc c'est un câble qui fait la taille d'un ballon de foot. Vous avez 3 morceaux de câble dans une même gaine. Et ce câble-là va effectivement être ensouillé en mer pour permettre aux pêcheurs de poursuivre leur activité. Et arrivé sur la plage, ce même câble qui pourtant est déjà bien protégé sera glissé dans un fourreau jusqu'à la chambre d'atterrage située sur le parking, pour rechercher un tracé qui permette d'ensouiller. Malgré les garanties avancées par RTE, ce câble qui traversera la plage de Keroual à Erquy a suscité des inquiétudes. L'impact des éoliennes sur le plan environnemental et visuel tout autant. 64% des observations recueillies durant l'enquête visaient à condamner le projet. On condamne désormais les conclusions de l'enquête. L'enquête publique, parlons-en. Nous avons eu 2 mois pour avaler 6000 pages de documents, alors que les 15 services de l'État ont eu 6 mois, eux, pour se faire une opinion. Ça n'est pas sérieux. Des opposants plus que jamais résolus à épuiser tous les recours possibles. Et de toute évidence, leur détermination va retarder l'ouverture du chantier. Le traitement de ces recours, même s'il est accéléré dans le cadre de projets éoliens en mer, occasionnera un glissement d'environ 2 ans du calendrier. Soit dans les meilleurs des cas, un début des travaux en 2020 et une mise en service à l'horizon 2022, un retard qui risque à terme de faire gonfler la facture d'un chantier estimé à plus de 2,5 milliards d'euros. Ça, c'est le préfet. Bertrand Guidé, responsable développement chez Elmarine, et Catherine Pouzol, présidente de l'association Garder les Caps, nous ont rejoints sur ce plateau. Bonjour et merci à vous. Je commence avec vous, Bertrand Guidé. Votre société a remporté l'appel d'offres pour le parc éolien offshore de Saint-Brieuc en 2012. Le chantier pourrait débuter en 2021, 2022. 10 ans se sont écoulés. Pourquoi autant de temps ? Alors, le chantier, effectivement, il aura lieu à partir de 2021. Il s'échelonnera sur 2 années pour s'acheminer jusqu'en 2023. Et seulement après, il y aura la mise en service des éoliennes, donc l'évacuation de l'électricité sur les eaux publiques de transport en fin 2023, début 2024. Donc 2011, appel d'offres. 2012, vous l'avez dit, Elmarine désignée lauréate. Et donc à peu près 10 ans pour arriver au début des travaux. Ce qui est un temps long, ce qui est à peu près 2 fois plus que ce qu'on peut observer dans les autres projets un peu en Europe, quoi. Exactement. Alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 années ? Donc, il y a eu une phase de concertation, bien évidemment avec les usagers de la mer, le grand public, les élus, les associations, qui a pris du temps pour définir le projet, l'affiner. On a dû constituer donc les dossiers réglementaires par le biais en amont d'études environnementales et d'études techniques, entreprendre donc la phase de dépôt et donc la phase d'instruction qui a duré 18 mois, et ensuite nous sommes sortis de la phase de contentieux où il y a eu un recours qui a été déposé, et donc il y aura 2 années de recours, et donc cela mérite globalement dans son ensemble d'occuper donc ces 10 années.
En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous regrettez? Quelles sont les phases vraiment qui vous semblent trop longues dans l'organisation d'un tel projet? Alors, notre perception pense qu'à l'origine, à la genèse de l'appel d'offres en 2011, il y a eu une complexité juridique et réglementaire qui a été sous-estimée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qui était annoncé en phase d'instruction, des demandes d'autorisation, qui est annoncé à 6 mois, qui dans les faits a duré 18 mois, donc soit 3 fois plus longtemps. Et après, ce qui n'était pas évoqué au moment du planning initial, donc qui était 2018-2020, c'était hors période de recours. Donc nous avons un recours qui, on l'estime, serait purgé en 2 années. André Croc, vous êtes félicité des mesures prises par le gouvernement dans l'éolien terrestre, là. Une proposition est de supprimer un niveau de juridiction pour limiter justement la durée des recours pris par certaines associations, comme la vôtre, Madame Poujol. Donc, cette mesure-là de simplification juridique, elle a déjà été prise pour l'éolien offshore. Les associations d'opposants comme celle de Madame Poujol sont une épine dans le pied? Non, il s'agit simplement d'avoir quelque chose qui est aussi plus lisible au niveau du traitement des recours. Aujourd'hui, on sait que quasiment tous les projets font l'objet de recours et que après le premier jugement, ils font l'objet d'un appel. Et donc le ministre Sébastien Lecornu l'a souligné, c'est autant aller directement sur la juridiction qui tranche, hein, donc là en appel, et puis après toujours sur les questions de forme vérifiées par la Cour de cassation. Il ne s'agit pas d'empêcher les recours, mais d'accélérer la procédure pour... Finalement, en plus, on sent que dans cette façon de traiter les recours, la technicité aussi des juges qui sont amenés à travailler ces dossiers est plus forte. Puisqu'en première instance, souvent, les juges n'ont pas forcément la même capacité à intégrer toutes les données, y compris les données invoquées par les opposants, mais aussi, bien sûr, par les porteurs de projets. Et là, je pense qu'on a aussi une meilleure qualité du traitement des dossiers devant cette juridiction. Catherine Poujol, votre association, donc, elle s'oppose à la construction de ce parc éolien. Malgré les recours évoqués, le dossier avance. Gardez-vous espoir de voir ce projet capoter? Ou est-ce que l'objectif, c'est de gagner un maximum de temps? Alors pas du tout. Moi, je garde l'espoir que ce projet capote. Bien sûr, je tiens à dire que Garder les Caps n'est pas du tout la seule association. Oui, voilà. Toutes les associations. Voilà, vous avez rappelé tout à l'heure, en fait, le taux d'opposition à ce projet, qui était globalement de 64% en baie de Saint-Brieuc, donc baie de Saint-Brieuc Est et Ouest, sur les villes les plus concernées, par exemple comme Erquy. Erquy, quand même, 4500 habitants. On est à 80, je crois même que c'est 88% d'opposition. Donc il y a une opposition très forte et toutes les associations environnementales locales qui se sont opposées à ce projet. Alors, je voudrais quand même rectifier un point. Est-ce que ce sont les recours, en fait, qui empêchent les projets d'avancer? Manifestement, non. Puisque le projet manifestement, avance. non. Voilà, exactement. Mais alors justement, la stratégie, c'est quoi la stratégie des associations? C'est une stratégie de guérilla pour essayer, pas du tout, à force de recours, de ralentir le projet? Non, pas du tout. Mais je tiens à dire, déjà en premier lieu, le projet a pris énormément de retard, absolument pas du fait des associations, mais du fait tout simplement du porteur de projet. Il y a eu un calendrier officiel de la CRE lors de l'appel d'offres en 2011. Ce calendrier, d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en 2018. Les éoliennes devraient fonctionner en 2018 si le porteur de projet avait été à même de respecter le calendrier qu'avait donné la Commission de régulation de l'énergie. Vous ne voulez pas porter le chapeau de ce n'est même pas ça, mais s'il faut, dans le déroulé des opérations, on en est au 3e changement de machine. On a commencé avec des machines Areva de 5 MW, ensuite des machines Adwen 8 MW. Maintenant, nous avons des machines Siemens 8 MW, qui d'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'elles existent aujourd'hui. Je crois qu'elles sont toujours à l'état de prototype et testées. Donc finalement, on a extrêmement peu de caractéristiques. D'ailleurs, je tiens à dire que toutes les caractéristiques ont évolué. On avait des pales qui tournaient à 288 km/h. Maintenant, elle tourne à 350 km/h. Néanmoins, nous n'avons aucune information. On ne connaît pas les portées à connaissance qu'Elmarine a dû fournir en fait à la préfecture, d'une part, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a eu tout ça. Après, il y a eu des changements.
quand on connaît un petit peu la baie de Saint-Brieuc, et je rappelle qu'Elmarine n'est pas responsable. On va pas refaire tout l'aspect, non, toute l'histoire du je veux dossier, dire quand même, mais sur le côté juridique, mais sur le côté juridique, Elmarine a a rencontré des problèmes de fond. Je vous signale qu'il y avait 256 carottages qui devaient être faits l'an dernier, en 2017, donc de juin à septembre 2017. Le communiqué de presse d'Elmarine du mois de septembre déclare que moins de 50% des carottages ont été effectués. Donc, si vous voulez, ça, les associations n'ont rien à voir là-dedans. Donc, je tiens à dire que tout le retard qui est pris aujourd'hui est un retard lié au promoteur qui a rencontré des difficultés avec la bathymétrie, avec les fonds marins qui ne sont absolument pas propices en baie de Saint-Brieuc à l'éolien posé, et enfin, avec des critères de vent qui ne sont absolument pas à la hauteur des attentes. On va revenir à ces critiques-là. Monsieur Le Floch-Prigent, vous, qu'est-ce qui vous dérange dans ce projet? C'est la pollution visuelle, environnementale, c'est quoi? C'est l'absence de dossiers techniques et industriels convenables. C'est-à-dire que la première chose, c'est que dans le dossier technique d'éoliennes sur Terre, on sait à peu près où on va, on sait que le consommateur, par le biais de la CSPE, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, paye une partie. La CSPE ? La CSPE, c'est la contribution sociale pour l'électricité. Donc c'est une manière, c'est-à-dire que sur l'électricité, aujourd'hui, vous payez le solaire et l'éolien pour le tiers de votre note d'électricité. Ce personne, et ça augmente chaque année. Et donc le problème pour moi, c'est de ne pas avoir demain 2 tiers pour l'éolien et le solaire et 1 tiers pour l'électricité effectivement consommée. Et donc ça, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc, dans tous les pays du monde, on essaie de voir comment diminuer cette contribution à l'éolien et au solaire de manière que ça soit supportable par l'économie. En l'occurrence, sur le dossier en question et sur les dossiers d'éoliennes en mer qui ont été traités en France, on est à 6 fois le prix normal de l'électricité. Donc, c'est une contribution à l'expérimentation, contribution à la science, à la technique, etc. Mais encore faut-il que cette contribution à la technique et à l'industrie débouche sur quelque chose. Or là, on a un problème technique qui est que lorsqu'on est près de la mer, de la Terre, on a des vents qui ne sont pas des vents optimaux, comme on dit, optimaux. Et donc, il faut essayer de s'éloigner. Mais si on s'éloigne, on est plus profond, et par conséquent, ça coûte encore plus cher. Donc on essaie de se rapprocher de la Terre, tout en sachant que ce n'est pas optimal. Et industriellement, on avait l'idée d'expérimenter quelque chose de français, c'est-à-dire qu'on avait quand même, le conseil régional a fait un effort, le Cherbourg a fait un effort, on a fait un effort pour qu'il y ait une contribution française. Et il n'y a pas d'industrie non plus. Donc techniquement, c'est pas au point, à tous égards. Et industriellement, économiquement, c'est pas au point. Et industriellement, il n'y a pas français. Alors, de quoi on parle? Ce dossier me paraît complètement aberrant. Alors, à la fin... On va quand même écouter, il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Je pense que M. Guidet, qui défend ce projet, a aussi des choses à dire là-dessus. Alors, justement, on vient d'entendre les critiques par rapport au gisement de vent, par rapport à la nature du terrain, par rapport à son opportunité économique. On reviendra peut-être un peu plus tard là-dessus. Mais sur le gisement de vent, la nature du terrain, pourquoi aller installer ces éoliennes en mer et quels avantages procure, selon vous, la baie de Saint-Brieuc? Est-ce que je peux revenir sur un point? Oui. Bien évidemment, je ne partage pas globalement ce qui a été dit précédemment. Mais pour répondre à la question, et aussi surprenant que ça pourra paraître, je vais défendre Mme Poujol dans le sens où il n'y a pas que des associations qui déposent des recours. Le projet, s'il prend du retard, c'est aussi lié à des concurrents qui ont été évincés lors de la désignation d'Elmarine comme lauréate et également à des fournisseurs d'éoliennes qui n'ont pas été retenus. Donc voilà, petite parenthèse, dire que ce n'est pas uniquement le fait d'associations locales ou d'associations avec des ramifications au niveau national. Voilà. Alors sur le gisement éolien en mer, pourquoi aller au large finalement? Donc, notre projet, il est à plus de 16 km des côtes pour le point le plus proche, donc en l'occurrence le Cap Fréhel.
vous dire par rapport à ce qui a été dit précédemment dans le débat, donc il y a un facteur de charge peut-être pour l'éolien terrestre de 16-17%. Nous, pour l'éolien en mer, pour notre projet, on est plutôt de l'ordre de 43%. Ça, vous avez effectué des mesures vraiment pour le vérifier ? Bien évidemment, c'est un sujet qui est particulièrement sensible, qui est important, qui est dimensionnant, je dirais, pour notre projet, dans le sens où il va permettre de terminer le modèle économique par le biais d'un calcul de productible. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous n'auriez pas fait ce projet s'il n'y avait pas de rentabilité économique au bout et un minimum de vent pour faire tourner ces éoliennes. Rentabilité technique, là. Économique, attention, économique, ils sont à 240 le kilowattheure par rapport à 40. Sur ce prix d'achat. Oui. L'électricité, donc là, voilà. Vous dire que c'est 6 fois le prix. Finalement, vous dire que l'équilibre, il y a un équilibre technico-économique, il y a une viabilité à assurer. Effectivement, il faut regarder l'ensemble des paramètres. Et donc le gisement éolien, pour finir mon propos, donc c'est un facteur de charge à 43%, et on est sur des vents qui sont beaucoup plus forts et plus prononcés au large. On est finalement sans obstacle, on n'a pas d'orographie, je veux dire, il n'y a pas d'éléments verticaux, il n'y a pas de phénomène topographique, il n'y a pas de montagne ou autre à proximité, ce qui nous permet de ne pas perturber le gisement et d'avoir un gisement qui est plus important. Donc nous, après calcul, donc vous parliez d'instruments, effectivement, on a installé encore à l'heure actuelle, on a 2 bouées au sein de la zone d'implantation du parc qui mesurent en temps réel donc, le gisement, et on a mis aussi sur le phare du Grand Léjon un système de capture de gisement, tout ça sur plusieurs mois, je dirais même sur plusieurs années, histoire de vraiment affiner notre gisement et notre connaissance. Donc tout ça sera extrêmement déterminant effectivement sur la production qui sera opérée. Alors on a quand même demandé à nos internautes justement s'ils avaient envie d'avoir un champ d'éoliennes près de chez eux en fait, pour se donner, on parle de résistance. Cap-Réel, c'est légèrement symbolique quand même. Et il faut quand même savoir que le Cap-Réel, c'est quelque chose pour les Bretons. Alors, justement, on va regarder, revenir sur Terre. On va regarder justement leurs réactions. On va regarder les réactions qu'ils nous ont envoyées. Alors, il y en a. Maxime nous dit qu'il y en a à 800 mètres près de chez lui, que ça pose aucun souci. Au contraire, que ça a permis, grâce aux ressources générées, à apporter à la commune de développer de nouveaux services. Il y en a qui sont ravis, comme David, qui se demande combien de foyers seraient alimentés en électricité et s'il serait possible de participer au projet. C'est une demande forte. Et puis François qui dit, lui, mon bien immobilier va se dévaluer et ça va menacer la santé de mes enfants. On va revenir sur le côté prix d'achat. L'appel d'offres de l'État vous a assuré finalement un prix d'achat de plus de 200 €, le mégawattheure, un tarif généreux au regard de ceux qui sont pratiqués actuellement, qui tournent plutôt autour des 140 €. Ce marché... En Écosse et à Hambourg, 80 et sans subvention. Alors justement, ce marché-là, du coup, c'est le jackpot pour Elmarine. Alors, il y a des éléments, et c'est un sujet très sérieux. Il faut apporter des explications aussi précises que possible. Là, pour le coup, je comprends les raccourcis qui peuvent être opérés. C'est péjoratif ce que je peux dire, mais c'est un peu la manière dont je le ressens. C'est finalement, on oppose des prix donc, qui ont été pratiqués, et vous le savez, on a dû figer les éléments dès 2011, dans le cadre du cahier des charges, avec une fourchette qui allait de 140 à 200 € le mégawattheure, avec des prix, vous l'évoquiez, du tarif d'achat qui sont bien moindres aujourd'hui. Donc finalement, c'est vous dire que pourquoi ? Donc on a un site qui est particulièrement complexe. On est sur une industrie qui est naissante en France. Finalement, on n'a pas atteint un degré de maturité. On a aujourd'hui finalement des tarifs où il y a des enveloppes, c'est-à-dire des projets qui ne sont pas définis techniquement très en amont, mais qui ont encore une possibilité, donc encore des marges de manœuvre pour finalement avoir des économies d'échelle, réellement essayer de baisser les coûts au plus fort. Et puis donc ce que je disais, c'est qu'on a finalement des tarifs d'achat donc pour une mise en service qui était initialement programmée en 2020, et vous l'avez compris, ce sera plus tard que ça. Et finalement, ce qu'on compare avec à l'étranger, ce sont des tarifs qui sont pour des appels d'offres qui sont en cours, pour des mises en service en 2025. Donc on a une comparaison qui peut être faite, mais il faut comparer ce qui est comparable. J'imagine, avec l'effet d'échelle, l'économie, finalement, d'autres appels d'offres, on va avoir des industries qui, elles, donc là, viendront s'implanter pour la fourniture d'éoliennes ou la fourniture de fondations, etc., qui permettront, avec l'effet de volume, avec un retour sur expérience, de baisser ces coûts et qui soit, je dirais, davantage acceptable pour le grand public et le contribuable, au final, qui paiera via notamment la CSPE. Ces arguments, ça vous convainc ?
Écoutez, oui et non. Oui et non. Bon, c'est sûr qu'effectivement, les tarifs n'étaient pas les mêmes au moment de l'appel d'offres, et d'autant qu'on espérait développer une filière industrielle française. Bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de filière industrielle française sur l'éolien, notamment sur l'éolien posé, qui est une technologie quand même qui est complètement mûre et qui est même dépassée depuis longtemps. Mais dépassé avant même d'avoir été installé, d'après vous. Oui, la solution est clairement aux éoliennes flottantes. Alors, je ne sais pas comment ça va lieu, mais disons que demain, les éoliennes seront flottantes. Voilà. C'est clair. Voilà. Et sur la réponse de Bertrand Guidé, en fait, il faut bien voir, parce que quand vous me disiez tout à l'heure, là, les recours, etc., mais Elle Marine ne confirme son engagement qu'en 2020. Ça n'a rien à voir. Il me semble avoir lu ça quelque part. Dans le communiqué de presse que vous avez fait le 10 janvier. Le 10 janvier 2017 ou 2018 ? Non, 2018. Également celui de décembre, vers le 15 décembre 2017. Alors, effectivement, c'est un point important ce que vous dites, c'est que finalement, nous, on ne prendra pas la décision finale d'investissement avant que les recours administratifs soient purgés. Et finalement, c'est l'investissement, c'est la décision d'y aller, j'irai jusqu'au bout. Et cette décision, elle interviendra en 2020. Et la construction, je le disais, après, en 2021 jusqu'en 2023. Alors, de nouvelles technologies d'énergie propre sont en cours de test. Les hydroliennes pour capter l'énergie des courants marins et des éoliennes flottant à la surface des océans. Exemple au large de Belle-Île-les-Groix, où une ferme de 4 éoliennes devrait voir le jour d'ici 3 ans. Salle comble pour la première réunion publique sur le projet d'éoliennes flottantes de Groix et Belle-Île. Un projet expérimental qui consistera à dresser 4 éoliennes à mi-chemin entre les deux îles pour une puissance de 24 MW, soit la consommation de 40 000 foyers. Ces éoliennes en mer seront une première en France, alors les questions fusent. Je voulais savoir si vous aviez imaginé faire entrer les citoyens dans le capital de la société de projet pour que ce projet-là appartienne aussi aux habitants du territoire. L'implication des habitants, mais aussi les emplois pour la région, l'influence pour les plaisanciers. Les réponses sont encore floues, mais au final, les personnes présentes voient plutôt ce projet d'un bon œil. C'est un projet très intéressant, mais je ne comprends pas pourquoi les projets éoliens n'ont pas été développés avant. C'est une façon d'être indépendant, d'être autonome et pas dépendre uniquement du nucléaire comme c'est le cas actuellement. Thierry Daugeron, chef de projet chez Eolfi, le maître d'ouvrage, reste confiant. On n'a pas senti qu'il y ait des réticences particulières, plutôt un intérêt pour ce projet qui sera potentiellement une première mondiale à l'échelle de l'éolien flottant. Donc plutôt une fierté des personnes qu'on a rencontrées avec certains acteurs qui vont suivre le projet pour pas qu'il se fasse n'importe comment, dans le respect des usages préexistants, dans le respect de l'environnement, etc. Et c'est bien normal. Bien sûr, il y a une corporation particulièrement vigilante, les pêcheurs. Ils perdent une zone de pêche de 17 km². Ils ont déjà négocié 2 points importants pour eux. D'abord que le câble qui ira de ces éoliennes jusqu'à terre soit ensouillé, c'est-à-dire soit enterré, ce qui permettra aux bateaux de continuer à travailler au moins au-dessus du câble, de faire au maximum que ces éoliennes soient serrées, soient ramassées sur cette zone de 17 km², de telle façon à limiter encore l'empreinte. Les 4 éoliennes devraient voir le jour au large de l'Orient en 2020. Si la phase test de 3 ou 4 ans est réussie, on passera à la phase industrielle, à un endroit qui reste à définir. Pour débattre de ces technologies qui arrivent, Christophe Chabert, directeur du développement Grand Ouest chez Eolfi, et Jean-Christophe Allot, responsable du développement commercial chez Sabella, viennent de nous rejoindre. Merci à vous, messieurs, et bienvenue. On commence avec vous, monsieur Chabert. En mer, le vent est plus fort, plus constant. Vos éoliennes sont 3 fois plus puissantes que celles installées à terre. L'idée, c'est vraiment de changer d'échelle, d'atteindre une production de masse ? C'est exactement ça. En fait, c'est de s'affranchir de la profondeur pour aller chercher plus loin des vents qui sont plus stables et plus forts. Et donc avoir plus de puissance et pouvoir alimenter plus de personnes. C'est avoir plus de puissance par éolienne, d'augmenter le facteur de charge dont vous parliez précédemment, et ainsi, en s'éloignant, en étant plus profond, pour installer des fermes plus importantes pour pouvoir avoir un effet de masse vis-à-vis de cette production. Alors Jean-Christophe, vous, c'est un peu l'inverse avec vos hydroliennes. Leur production électrique relativement est modeste. Je dis bien relativement. Quel marché vous visez ? Alors nous, Sabella, on a déjà mis une hydrolienne à l'eau à la pointe de la Bretagne en juin 2015, raccordée à l'île de Ouessant. Et ce raccordement n'est pas anecdotique, non seulement parce que ça a été la première hydrolienne à injecter sur le réseau national, et encore la seule à ce jour, mais c'est surtout qu'Ouessant est un réseau isolé.
Et donc tout à l'heure, on parlait de l'économie des projets, mais sur les réseaux isolés, l'électricité coûte 5, 10 ou des fois 20 fois plus cher que sur le continent. Et donc du coup, notre solution, c'est d'aller alimenter des zones isolées à travers le monde, avec l'exemple, en capitalisant sur la réussite de Ouessant, d'alimenter les zones isolées à travers le monde avec une solution plus économique et plus modeste, puisque les besoins forcément d'une île comme Ouessant ne sont pas les besoins de la Bretagne ou de la France. D'accord, donc c'est les îles par exemple en Asie, Asie du Sud-Est. On des est petits îlots particulièrement comme présent ça, ou... en Asie du Sud-Est, pour citer l'Indonésie, 17 000 îles, et les Philippines, 9 000 îles. C'est un gisement de marché pour nous qui est phénoménal. Vos technologies sont-elles matures Christophe Chabert par exemple, à quel horizon on passera du test à la phase de production pour vous? On a la chance de s'appuyer sur deux industries très fortement matures. L'industrie offshore pour faire toute la partie flotteur et l'industrie éolien pour toute la partie turbine. Et donc la seule chose que l'on a à tester, c'est l'objectif de notre ferme pilote, c'est l'interface entre les deux. Une fois que cette interface sera réglée, ce qui est le cas de notre ferme pilote et l'objectif de la ferme pilote, on pourra très rapidement se développer sur des fermes de masse en s'appuyant sur ces compétences importantes, dont une partie sont françaises également, pour pouvoir réaliser ces fermes de forte dimension. Et pour les hydroliennes? Pour les hydroliennes, la maturité est également en bonne voie, mais va prendre plus longtemps à arriver à un vrai stade commercial, Là, vous lancez une phase de test de 3 ans d'ailleurs. Là, on relance une phase de test de 3 ans et derrière des premières fermes pilotes, mais contrairement à l'éolien flottant qui peut s'appuyer sur l'industrie éolienne, en hydrolien, il y a beaucoup plus de choses à faire, et en particulier une décroissance de coûts très significative, puisque même si les objets se ressemblent, vous pouvez par exemple aller opérer sur une éolienne pour faire une opération de maintenance, vous n'allez pas envoyer des plongeurs pour une opération de maintenance sur une hydrolienne. Donc au niveau fiabilité, on n'est pas du tout sur les mêmes cycles. Et donc tout cela va prendre du temps, et c'est la raison pour laquelle en ciblant les marchés isolés à travers le monde, on a une solution qui est économique et on va pouvoir accumuler avec de nombreux petits parcs du retour d'expérience pour lancer des opérations industrielles et des usines dédiées, en particulier sur le polder de Brest, les travaux que sont en train de mener la région Bretagne pour une usine à l'horizon de 2025. Alors on reviendra sur le polder de Brest, mais ce que j'ai envie de dire, finalement, une des caractéristiques de vos technologies, et peut-être une de leurs séductions, c'est leur discrétion. Parce que vous, vos éoliennes, elles sont installées, elles sont grandes, elles sont même énormes, mais elles sont installées en mer, au loin. Elles ne sont pas trop visibles. Les hydroliennes, on les plonge sous l'eau, c'est invisible. Finalement, ça les rend plus acceptables pour l'opinion? Il y a un côté acceptabilité, mais c'est également la rentabilité. C'est en allant plus loin, en allant avec des machines de forte dimension, on pense pouvoir aboutir rapidement à l'horizon 2030 à même prix que les énergies de base dont on parlait précédemment en termes de coût d'énergie. Donc c'est aussi cet objectif-là. On a un double objectif, on améliore la concertation et également on a un objectif économique qui est clair vis-à-vis de ces technologies adaptées en plus à la Bretagne. Alors la filière éolienne, actuellement en Bretagne, c'est de l'éolien terrestre évidemment, c'est 730 emplois en 2016. Combien vont créer d'emplois vos projets sur le territoire? Et quel type d'emploi? Alors, le parc pilote, c'est un parc pilote, hein, c'est 4 machines, c'est le début d'un travail. Donc, en fait, on va avoir 2 étapes. Il va y avoir la partie exploitation. Notre ferme va fonctionner pendant 20 ans. Et donc, il y aura une base de maintenance qui sera créée à Lorient et qui va permettre de faire toute la partie maintenance de cette ferme. La partie chantier, comme c'est un chantier prototype, on s'appuie sur 2 gros industriels. Un industriel pour faire toute la partie flotteur, qui est Naval Group, ex-DCNS, qui va réaliser, assembler ce flotteur à Brest. Et puis, on va s'appuyer sur General Electric. Combien il me faut un chiffre? Combien d'emplois? Combien d'emplois vont être créés grâce à votre projet? Alors, sur les fermes commerciales, on s'aperçoit que sur une ferme commerciale de 500 MW, c'est 500 emplois environ qui sont créés à partir du moment où on est dans une technologie qui est déjà dans son objectif de masse. Sur 4 éoliennes comme celle-ci, Naval Énergie, principalement, va s'appuyer sur ses propres compétences, un certain nombre de compétences locales, pour pouvoir réaliser des chantiers qui vont durer à peu près 1 an. Pour pouvoir créer des emplois, il faut qu'après ça, on ait l'étape qui suit, qui vient d'être lancée par le Premier ministre. On est vraiment dans du long terme. Vous, pour les hydroliennes? Pour les hydroliennes, nous, on est sur du beaucoup plus long terme. Aujourd'hui, la société croît gentiment. Moi, quand j'ai intégré la société, on était 2 il y a 6 ans. Aujourd'hui, on est déjà 20. On prévoit d'être 80 à 100 d'ici 2022. Et à l'horizon de l'usine pour 2025, on parle de plusieurs centaines d'emplois dans l'usine à Brest qui sera dédiée à fabriquer les turbines pour le marché mondial. Donc, on a comme en projet la construction d'un polder à Brest pour les énergies marines. Voilà.
Rapidement, tous les deux, vous y croyez au gisement d'emploi sur les énergies marines? Vous y croyez à l'opportunité industrielle? Alors nous, on y croit, bien sûr, puisqu'on développe ce pôle d'air et on accompagne tous les industriels qui sont investis sur ces projets. Évidemment, ce sont là encore des filières nouvelles à créer, parfois des technologies qui doivent être confirmées, être complètement matures. Donc les emplois ne seront pas là tout de suite. Mais il faut créer les conditions pour qu'ils arrivent. Et monsieur... Il ne faut pas raisonner en termes d'emploi sur les techniques nouvelles. Ça n'a pas de sens. D'accord. Je suis désolé, mais comme ça, monsieur industriel. Ma question n'a pas de sens. Voilà, on ne raisonne pas en termes d'emploi. on raisonne en termes qu'est-ce qu'il est possible de faire. Alors, on a vu tout à l'heure que les éoliennes en mer étaient matures, mais que nous n'étions pas forcément bien adaptés, nous, aux éoliennes en mer, compte tenu du prix qu'on voulait les payer. Bien, et qu'il fallait essayer plutôt d'aller dans les flottantes. Bien. Alors, dans les flottantes, on en est à la période de recherche. On est en période de recherche. Donc il faut attendre, c'est une phase de recherche. On évoquera l'emploi plus tard, on l'a compris. Voilà. C'est la fin de ce débat, messieurs, sur les énergies renouvelables. Merci d'avoir participé à l'émission. Avant de se quitter, je vous signale le dernier livre publié par Loïc Le Floch-Prigent, Carnet de route d'un Africain, un recueil de souvenirs de vos 20 ans de pérégrination en Afrique et une analyse des enjeux socio-économiques de ce continent. À suivre maintenant votre journal régional présenté par Stéphanie Labrousse. Excusez-moi et bon dimanche à tous.